Les Hongrois votent depuis ce matin pour décider s'ils veulent tourner ou non la page Orban. L'enjeu est de taille pour le Premier ministre au pouvoir depuis 16 ans. Son adversaire, Peter Magyar, a su fédérer tous les mécontents. Vous le voyez, les deux hommes ont voté et jusqu'au dernier moment, vous allez l'entendre, ont tenté de convaincre les indécis. Nous sommes membres de l'Union européenne et c'est une prérogative des États membres. Nous nous opposons à construire tout type d'empire centralisé. Nous tenons fermement aux droits des nations et à la souveraineté nationale. C'est ce qui est dans les traités fondateurs de l'UE et nous appelons Bruxelles à le respecter. La Hongrie choisit. C'est un choix qui va décider du sort du pays. On choisit entre Est et Ouest. Propagande et débats publics francs. Corruption et fonction publique saine. On choisit entre la poursuite de la dégradation du pays et des services publics et le retour des fonds européens et un nouveau départ pour l'économie hongroise. Et nous retrouvons notre envoyé spécial sur place, Clovis Casali. Clovis, bonjour. Ce scrutin va donc dessiner l'avenir du pays. Est-ce que vous sentez l'enthousiasme dans les bureaux de vote ? Absolument, on sent cet enthousiasme dans les rues et dans ce bureau de vote. Tout à l'heure, je voyais un groupe se faire prendre en photo. Ici, pareil, avec certains couples. Et on se dirige tout droit vers une participation historique dans un scrutin. À 11 heures, la participation était déjà en hausse de 12 points comparé au dernier scrutin. Alors, qui va bénéficier de cette participation en hausse ? Difficile à dire. Viktor Orban est particulièrement populaire dans les campagnes et dans certaines villes, pas forcément ici à Budapest, qui est un fief de l'opposition. Les jeunes à qui on a pu parler et qui votaient ici dans ce bureau de vote, qui est en fait une école habituellement, m'ont répété qu'ils souhaitent le changement et qu'ils considèrent que Peter Magyar est le seul qui peut combattre la corruption. Je vous propose tout de suite de les écouter. Beaucoup de Hongrois, dont moi-même, espèrent un changement. Nous avons le même gouvernement depuis 16 ans. C'est très long. Pour la première fois, il y a un vrai opposant qui défie le gouvernement. Beaucoup de jeunes, d'urbains, de gens plus éduqués espèrent un changement, mais je crois que le grand public aussi. J'ai grandi sous le régime d'Orban et j'ai vraiment hâte de cette élection. Pour la première fois de ma vie, il y a une opportunité de changer ce régime. J'ai de l'espoir. J'espère que l'on pourra changer l'avenir de notre pays aujourd'hui. J'ai 24 ans et le gouvernement actuel dirige le pays depuis les 16 dernières années, donc depuis que je suis enfant. Ils ont pris l'argent destiné à améliorer ce pays et ils l'ont gardé pour eux. Un scrutin qui est très observé, Clovis, par Bruxelles, mais aussi Washington et Moscou. L'enjeu, en fait, dépasse les frontières. Absolument, un scrutin qui est regardé de très près à l'international comme jamais auparavant. Pourquoi ? Parce que c'est le futur du pays qui se décide. La Hongrie va-t-elle se rapprocher de la Russie ou réaffirmer ses liens, les renforcer avec ses partenaires européens ? Vous avez le Premier ministre sortant qui est au pouvoir depuis 16 ans, Viktor Orban, qui est un allié précieux de Moscou et qui est aussi un leader nationaliste, patriotique, dit-il, d'extrême droite. Certainement, Viktor Orban, face à lui, il y a un candidat, Peter Magyar, un conservateur, qui était encore dans le même parti, le Fidesz, que Viktor Orban il y a encore 2 ans, mais qui s'est mué en opposant numéro 1, férocement pro-européen. C'est un scrutin très important pour la Hongrie, pour l'Europe. Chaque camp, chaque parti, le Fidesz ou le parti d'opposition de Magyar, ont décidé de dépêcher des volontaires, des observateurs dans les bureaux de vote pour vérifier qu'il n'y aura pas de fraude électorale. Et il y a aussi des observateurs internationaux ici en Hongrie pour vérifier que c'est une élection juste, libre et qu'il n'y a pas de trucage. Je vous remercie beaucoup, Clovis. On continuera de suivre évidemment ce scrutin avec vous tout au long de cette journée. Caroline de Camaré aussi sera sur notre antenne depuis la Hongrie. On va prolonger notre réflexion avec notre invité, Paul Gradwold. Bonjour, vous êtes professeur d'histoire contemporaine de l'Europe centrale
à Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Merci beaucoup de nous apporter des éléments de compréhension dans ce qui est en train de se dérouler aujourd'hui. Rappelons-le, la campagne a été rude. Pour la première fois depuis longtemps, elle a été véritablement ouverte. Comment expliquez-vous ce changement ? Tout simplement parce que le candidat a réuni l'essentiel des forces d'opposition qui soit sont entrées dans son mouvement, soit ont réduit leurs activités politiques pour l'essentiel. Donc, en fait, il n'y a que deux autres partis, à part la Fidesz et le parti TISA, c'est-à-dire Respect et Liberté, qui peuvent entrer au Parlement. Et vu le taux de participation qui est envisagé aujourd'hui à plus de 75%, ces deux partis ne devraient pas entrer au Parlement. Ce qui veut dire que tout le système électoral fondé par M. Orban, c'était la Fidesz face à une opposition divisée. Ce système électoral risque de se retourner contre lui parce que le parti qui arrive en tête, nationalement, a de très fortes chances d'emporter la majorité, non seulement la majorité simple, mais possiblement la majorité des 2/3 des voix au Parlement. Il y a 199 députés, ça fait 133 députés pour avoir les 2/3. Et avec les 2/3, on peut changer les lois constitutionnelles, on peut modifier le système qui a été très durement bétonné par M. Orban. On le comprend effectivement, on va potentiellement assister à une transformation totale de la Hongrie si effectivement c'est son adversaire Peter Magyar qui l'emporte. Vous évoquez cette prime au vainqueur que s'était fabriqué Viktor Orban et qui pourrait donc se retourner contre lui. Mais que paie-t-il, que risque-t-il de payer aujourd'hui ? C'est l'usure du pouvoir, on l'entend, mais que se cache-t-il derrière cette usure du pouvoir ? Je ne sais pas si c'est. Je ne dirais pas que c'est caché. Je dirais que très clairement, quand vous regardez l'homme que vous avez en ce moment sous les yeux à l'écran, ce n'est plus le même qu'il y a 10, 15 ou 30 ans. On a un dirigeant usé, qui a eu du mal dans ses contacts avec le public, qui n'attire plus les foules, qui a menti sur beaucoup de choses et qui a un discours qui, pour des raisons qui lui échappent aussi, ne passe plus. Aujourd'hui, dire que s'aligner sur M. Trump, c'est la meilleure façon d'atteindre la paix dans le monde, c'est quand même un peu difficile. Dire que l'Ukraine est condamnée à tomber parce que la Hongrie est plus forte et que donc les Ukrainiens doivent périr car ils sont plus petits, dire ça en 22, c'était possible. Dire ça 4 ans plus tard, alors que les Ukrainiens sont toujours là et qu'en ce moment les Russes n'avancent plus sur le front, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Dire que la seule solution économique pour la Hongrie, c'est de dépendre du gaz et du pétrole russe, alors que les indicateurs économiques hongrois sont bien plus mauvais que ceux qu'on voit en Pologne, où la Pologne, elle, a choisi de ne pas dépendre du pétrole et du gaz russe, eh bien, tous ces discours deviennent de moins en moins efficaces. Oui, on entend que cette fois-ci, effectivement, il n'a pas réussi à trouver d'ennemis contre lequel il pouvait fédérer les Hongrois. Est-ce que si on parle éventuellement d'une participation record, si c'est le cas, cela pourrait éventuellement soutenir une victoire sans équivoque de son adversaire, mais les résultats pourraient-ils malgré tout, puisque vous évoquez ce dispositif qu'il a mis en place, être contesté ? Alors, il y a une indication qui n'a pas été mentionnée jusqu'à présent dans les commentaires, c'est que quand on regarde les taux records de participation en hongrois, ils sont liés à 2 élections législatives qui ont mis fin à des gouvernements conservateurs. Celle de 1994 et celle de 2002, qui avait coûté son pouvoir, M. Orban, qui était déjà au pouvoir de 1998 à 2002. Donc, c'est très intéressant de constater que les pics de participation correspondent à la fin de gouvernements conservateurs. Et votre correspondant Clovis, très astucieusement, a interrogé des jeunes. Parce que les jeunes que vous avez vus
répondre à ces questions. Si demain, M. Orban est réélu, je puis vous garantir qu'une partie de ceux que vous avez vus là partiront à l'étranger. C'est-à-dire que M. Orban, sur la jeunesse aujourd'hui, a un effet répulsif, avéré même dans les statistiques démographiques. Et donc, la question, c'est quel avenir pour ce pays? Et M. Orban est soutenu par des gens qui ont été socialisés sous le communisme. Ces soutiens, c'est des soutiens du régime Kadar finissant. Ça risque de ne pas suffire pour le voir réélu, parce que s'il est réélu, il est réélu sur la peur. Mais est-ce que vous pensez qu'il pourrait contester cette victoire de son opposant? Est-ce qu'il a les moyens, je pense par exemple à un super état d'urgence ou d'autres moyens pour essayer de ne pas transférer les pouvoirs à celui qui remporterait ce scrutin? Il y a peut-être des moyens, et juridiquement, bien sûr, il y en a. Demain, on peut faire exploser une bombe quelque part et créer un état d'urgence. Ça, c'est tout à fait évident. Est-ce que M. Orban a la force et la volonté de le faire, alors qu'on sait qu'il a déjà mis en place un successeur potentiel si la claque électorale est trop forte? Alors qu'on a vu que dans son meeting de clôture hier, il ne remplissait pas la petite place que vous voyez là. Vous voyez l'étroitesse de la rue. Il est en perte de vitesse, il en a conscience. Et faire un coup de force, c'est bien. Mais il faut avoir les moyens ensuite de tenir le pouvoir. Bien sûr. Alors, c'est vrai que tous les espoirs reposent sur les épaules de Peter Magyar, mais malgré tout, c'était un ancien proche, un ancien fidèle de Viktor Orban. Est-ce qu'il offre réellement une alternative, en somme? Alors, ce que reprochent les Hongrois à M. Orban notamment, c'est un régime de corruption digne. Je sais pas, pour les Français, la référence, ce serait la France-Afrique de la grande époque. Vous voyez, donc c'est parfaitement insupportable. Et je pense que Peter Magyar ne va pas vouloir mettre en place ce genre de système. D'autant plus que ce type de système prive la Hongrie de milliards venus de Bruxelles. Donc, Peter Magyar l'a déjà dit, il veut que ces milliards reviennent à la Hongrie et il aura le comportement nécessaire de simple respect de l'état de droit, c'est-à-dire de recréation d'un état de droit, pour obtenir ces milliards. D'autre part, Peter Magyar ne croit pas que l'avenir du monde soit entre les mains de M. Poutine. Il n'a pas développé d'amour particulier pour M. Trump. Et Peter Magyar doit tranquillement rester dans son coin jusqu'aux élections de novembre pour se fixer une politique étrangère. Mais Paul Gradwohl, oui, malgré tout, il va devoir faire avec l'héritage de Viktor Orban. Il y a des dépendances énergétiques, par exemple, industrielles en termes d'investisseurs qui ont été mises en place et dont il va être très difficile de se dépatouiller, si je puis dire. Ça va être très difficile, mais n'oublions pas une chose. Les grands investisseurs en Hongrie, ce sont des Allemands, suivis maintenant par des Chinois. Mais si les Chinois investissent en Hongrie, c'est pour pouvoir accès au marché de l'Union européenne. Et en plus, c'est sur des technologies type voitures électriques qui sont à l'opposé de la politique américaine. Donc, pour l'instant, Monsieur Peter Magyar, s'il arrive au pouvoir, il a tous les moyens de pouvoir discuter avec les industriels allemands et pour eux, ça ne changera pas grand-chose et ils ne vont pas retirer leurs investissements parce que c'est Peter Magyar. En fait, ils avaient subi des pressions plus ou moins agréables de M. Orban ces dernières années. Donc, pas d'agitation de ce côté-là. De toute manière, vous savez que l'industrie automobile allemande est en crise et pour l'instant, il n'y a pas de nouveaux investissements allemands déjà depuis des années. Quant aux Chinois, Peter Magyar n'a jamais pris de position spécialement anti-chinoise.
il va négocier en négociant avec l'Union européenne, et l'Union européenne a tout intérêt à trouver un terrain d'entente avec Peter Magyar, parce que c'est la seule façon de mettre fin durablement à la menace de M. Orban. Donc pour vous, une victoire de Peter Magyar, ça signifierait forcément une amélioration des relations avec l'Union européenne? Oui, très clairement. Sans aucune ambiguïté, effectivement. En revanche, c'est vrai qu'on sait que Viktor Orban avait avait lancé cette vague populiste, hein, notamment en Europe de l'Est. À votre avis, est-ce que du coup, c'est un modèle qui est toujours aussi influent, ou avec cette élection, on constate qu'il est en recul? Ah, si Orban perd vraiment cette élection, tragédie pour M. Vučić en Serbie, qui va reculer la date des législatives, etc. Tragédie pour M. Fico, qui était son grand ami en Slovaquie et qui va se retrouver tout petit, tout isolé et pas pouvoir faire grand-chose. Très mauvaise opération pour les conservateurs polonais. Le président polonais, membre du PiS, était venu soutenir M. Orban. Très mauvaise situation pour tout le monde MAGA, à la fois aux États-Unis et international, parce que on avait présenté M. Orban comme un modèle. Et que se passe-t-il quand le modèle périclite? Donc, même Marine Le Pen, qui était venue le soutenir, au nom du fait que tout le peuple hongrois voulait résister à Bruxelles, eh bien, pour elle, ce ne sera pas une bonne nouvelle. Paul Gradwohl, je vous remercie beaucoup de nous avoir apporté cette grille de lecture, ces éléments de compréhension aujourd'hui dans Paris Direct. On attend donc les résultats dans la soirée de ce scrutin législatif en Hongrie qui pourrait voir la fin d'un règne de Viktor Orban après 16 ans au pouvoir.